Bonjour, dans le précédent épisode du podcast, on a vu quelques notions de gestion de projet, comment découper un gros projet en tâches et en sous-tâches et comment leur donner un niveau de difficulté, un niveau d'exigence temporelle. Ça c'est bien, mais ça suffit pas. On a besoin pour pouvoir ne pas... Encore une fois, l'objectif de cette série, c'est de vous redonner le sentiment de maîtrise sur votre projet, de ne pas vous laisser déborder, de vous donner des ressources pour savoir comment faire quand le projet commence à devenir énorme, comment faire quand le projet commence à vous échapper. Et comment faire pour vous assurer que vous allez bien pouvoir finir les livres que vous commencez, au-delà simplement de l'aspect créatif qui dit qu'il faut trouver des idées et qu'il faut les agencer d'une manière intéressante, etc., qui sont d'autres choses dont on pourra parler à d'autres moments. On a vraiment ce souci très concret de savoir à quoi je décide de consacrer mon attention quand je m'assois à mon bureau pour travailler. Je viens au bureau, je me dis, je vais travailler sur mon projet d'écriture. Concrètement, comment je choisis quoi faire? Donc l'épisode précédent, celui-ci, cherche à vous donner des outils pour répondre à cette question. Dans l'épisode précédent, on a découpé un projet en tâches et en sous-tâches, on leur a donné un score pour le temps qu'elles demandent et pour l'attention qu'elles demandent. Aujourd'hui, on va parler des priorités. Quand je définis un projet, quand je dis je vais écrire un bouquin, ou même quand je définis une tâche, quand je dis par exemple je veux finir mon chapitre, je suis en train de définir un point d'arrivée. Ce point d'arrivée, souvent, on va pas le définir de manière assez précise. Du coup, il va être dans notre imaginaire comme une sorte d'idéal à atteindre. Et cet idéal, il pose une barre d'attente très élevée. Cette barre d'attente, c'est à quoi je veux que ça ressemble et comment je veux me sentir quand je l'aurai fini. Et souvent, on a un truc très parfait dans la tête, mais en même temps pas du tout défini parce que dans notre imaginaire, même si on ne le vit pas comme ça, même si on ne le conscientise pas de cette façon-là, le projet, il existe dans toutes ses versions possibles. Il n'existe pas sous une forme précise particulière, il existe dans toutes les formes que je pourrais produire. Et la difficulté quand je commence à écrire, c'est que je vais me retrouver avec une forme. Et cet écart entre toutes les formes possibles et la forme que je produis peut être un peu décourageant et peut être un peu déstabilisant. Pour pouvoir éviter de se laisser déstabiliser par ça, il va falloir être clair sur quelles sont mes priorités avec ce projet. Qu'est-ce que je veux faire vraiment? Qu'est-ce que je veux explorer? Qu'est-ce que je veux transmettre? Qu'est-ce que je veux apprendre aussi de ma propre écriture avec ce projet? Ça veut dire très concrètement que pour chaque phase du projet, et même pour chaque projet, on va viser l'excellence sur un point en particulier du projet, mais pas sur la totalité. Plutôt que de se dire je vais essayer de faire le meilleur projet possible, on va se dire je vais essayer de faire le projet avec la meilleure intrigue possible, ou avec la meilleure caractérisation de protagoniste possible, ou avec le meilleur univers possible. Après, ça peut être n'importe quel aspect du projet que vous voulez vraiment maîtriser. Et pareil, quand je dis le meilleur possible, c'est un peu flou, donc on va aussi définir cette chose-là. Donc quand vous allez démarrer une histoire, vous allez aussi naturellement démarrer un processus de perfectionnement, un processus d'apprentissage. Quand j'écris une histoire, je vais me confronter à des questions créatives nouvelles, ou peut-être me reconfronter à des questions que j'ai déjà rencontrées, mais leur trouver une solution différente. Et ce processus-là, c'est le processus qui fait que je vais gagner en compétences, que je vais gagner en assurance, que je vais gagner en confiance en moi dans mon écriture. Et donc, ça va me permettre de me perfectionner, de perfectionner mon savoir-faire. Pour chaque histoire, on va donc choisir une couche, parmi toutes celles qui existent, sur laquelle on veut que l'histoire soit vraiment bonne et sur laquelle on veut progresser. Donc je le dis dans ce sens-là parce qu'on peut vraiment choisir deux axes. Soit on va choisir un résultat qu'on veut atteindre avec le livre, soit on va choisir quelque chose qui va nous permettre de nous sentir meilleurs dans notre écriture. Et on peut faire les deux, évidemment. Idéalement, si on fait les deux, il va falloir que ça se rejoigne. C'est-à-dire que si je veux progresser dans ma capacité à faire vivre des personnages forts, je vais aussi faire en sorte de vouloir que le projet porte des personnages forts, histoire de ne pas me disperser. Donc on va avoir plein de choses comme ça qui vont pouvoir être mises en avant dans le bouquin. Ça peut être l'arc émotionnel, ça peut être l'univers, ça peut être les personnages, ça peut être les relations, ça peut être l'intrigue, ça peut être plein de choses. On va en choisir une, et c'est sur elle que tous nos efforts vont aller pour que le travail soit le meilleur possible. On va vraiment mettre nos efforts sur cet aspect-là en priorité, et principalement celui-là, et celui-là uniquement. Je le dis de ces plusieurs façons parce que c'est souvent un truc qu'on n'a pas envie d'entendre. On se dit oui, ok, je vais le faire en priorité, mais je vais quand même m'occuper du reste. Non, on va essayer d'être assez radical dans notre priorité. C'est-à-dire, si je veux m'occuper des personnages, je vais négliger délibérément les autres aspects. Alors, je ne vais pas les négliger parce que je vais les bâcler, mais je vais les négliger dans le sens où je ne vais pas chercher à les élever au même niveau que mes personnages. Je vais faire un travail correct, le minimum de qualité qui soit attendu d'un bouquin. Je ne vais pas ne pas m'en occuper du tout, mais je ne vais pas chercher à pousser le curseur trop haut et je vais me contenter d'un assez bien sur tous ces autres niveaux. Mais je vais viser l'excellence sur le niveau principal. Je ne suis pas en train de vous dire de bâcler certains aspects du projet au profit d'autres. Simplement, si vous voulez finir le livre un jour et sans finir en burn-out, vous allez avoir besoin de mesurer vos ambitions.
Donc plutôt que de cultiver cet idéal d'un livre parfaitement achevé sur tous les niveaux, on va la ramener dans la réalité, dans laquelle on a un temps fini à consacrer au projet, on a une énergie finie à consacrer au projet, et on va faire en sorte que ce temps et cette énergie aient le meilleur impact possible. Et pour avoir le meilleur impact possible, il ne faut pas travailler sur tout à la fois, il faut travailler vraiment avec précision sur un aspect. Et ça, si vous avez du mal avec cette notion-là, je sais que parfois ça crée des résistances, allez lire n'importe quel bouquin d'un auteur que vous aimez et remarquez comment il a des points forts, mais aussi il a des points faibles. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ressort vraiment très très fort, comme très abouti, mais les autres aspects finalement sont un peu à côté. Un auteur qui est très fort sur les personnages va peut-être négliger l'intrigue. On va avoir une intrigue, oui, bon, pas très importante. On va peut-être avoir un style qui est un peu en dessous par rapport à d'autres livres qu'il a pu faire ou par rapport à des auteurs qui, eux, mettent le style en premier, mais chez qui les personnages et l'intrigue peut-être sont secondaires. C'est intéressant de voir ça chez d'autres auteurs parce que ça nous permet de voir aussi que non seulement le principe de réalité fait qu'on ne peut pas être bon dans tout, mais qu'en plus de ça, ce dans quoi on est bon et ce dans quoi on est moins bon crée aussi notre singularité d'auteur. Et on va aller vers un auteur justement parce qu'il est très bon dans un point et qu'on a envie de le côtoyer sur ce point-là. Moi, le meilleur conseil que j'ai reçu dans ce métier, c'est de me concentrer sur mes points forts et de laisser le reste à ceux pour qui c'est déjà facile et pour qui c'est un point fort. Donc de mitiger un petit peu quand même mes points faibles, de ne pas laisser des gros écarts dans mon travail, mais de vraiment mettre le maximum de mes efforts sur les choses sur lesquelles je suis déjà bon. Parce que c'est là où je vais pouvoir faire une différence, c'est là où je vais pouvoir me démarquer des autres. En termes de méthode, on va remplir une matrice de priorité à chaque début de projet et puis en cours de projet. Le projet se précise à mesure qu'on le travaille, donc on va ajuster la matrice des priorités à mesure qu'on va avancer dans le projet. La matrice des priorités, c'est très simple, c'est un tableau vertical avec 4 cases. La première case, celle qui est tout en haut de la feuille, vous allez noter ma priorité absolue. Donc vous notez au-dessus dans l'entête le nom du projet évidemment et puis votre échéance pour le projet. Et puis en premier, dans le cadre 1, vous notez ma priorité absolue et vous choisissez le point sur lequel vous voulez vraiment être excellent dans ce projet-là. C'est une chose unique et précise. On va pas mettre faire un bon livre, parce que faire un bon livre, c'est nul, c'est vague, ça ne me permet pas d'avancer, ça ne me permet pas de prendre des décisions. C'est un outil de décision, la matrice des priorités. C'est un outil qui me permet de filtrer dans tout ce que j'ai à faire, les choses que je vais faire passer en priorité dans ma liste. Donc je vais choisir une des couches de l'histoire. Ça peut être le personnage, ça peut être l'univers, ça peut être les relations, ça peut être les émotions, ça peut être le thème, ça peut être le style, ça peut être un des aspects de la narration, ça peut être les métaphores, les descriptions, les dialogues, ça peut être ce que vous voulez, mais ça doit être une chose précise qui est ma priorité pour ce bouquin. Quand je dis que c'est ma priorité, ça veut dire que c'est ce que je veux réussir le plus parfaitement possible. On sait que la perfection ne s'atteint pas, mais le plus proche possible de la perfection. C'est là-dessus que je veux vraiment être très très bon. Et je considérerai que le livre est abouti quand cet aspect-là sera réellement comme je le voulais, ou en tout cas au plus proche de ce que je voulais, en prenant en compte les contraintes de contexte. Et vous allez définir aussi comment vous voulez le réaliser, cet aspect. Je ne vais pas juste marquer priorité, les descriptions. Non, je veux des descriptions qui soient quoi? Qui soient vivantes, qui soient riches de sens, qui soient sensuelles, qui soient délectables. Je vais leur donner un adjectif pour pouvoir me permettre de me représenter plus précisément mon objectif, pour pouvoir après mettre ça comme une feuille de calque, métaphorique bien sûr, sur ma scène et dire, ben tiens, si j'ai ma description dans ma scène et que je regarde par rapport à mon objectif, est-ce que ça colle ou ça colle pas? Donc je vais par exemple mettre que je veux que mes dialogues soient rythmés et incarnés, que je veux que mes personnages soient mémorables et singuliers, que mon intrigue soit simple et palpitante, voilà. Que je veux un univers qui me mette des étoiles dans les yeux, idéalement évidemment pour que ça en mette dans les yeux du lecteur, mais ça j'ai pas vraiment de contrôle, donc je vais vraiment me concentrer d'abord sur moi, et après, petit à petit dans le processus, je vais pouvoir essayer de, si c'est l'univers qui me met des étoiles dans les yeux, me demander est-ce que ça fonctionne bien aussi pour mes lecteurs, ça je vais voir avec mes bêta-lecteurs. En tout cas, ce qui est important, c'est que dans cette première case, on va mettre quelque chose de précis et de clairement identifié, de clairement défini. Sur cette case-là, vous allez mettre 80% de votre temps et de vos efforts créatifs. On va aller au maximum, sur tout le temps qu'on va passer dans le bouquin. La chose sur laquelle on va passer le plus de temps, c'est celle-ci. Donc je vais vraiment choisir le point qui est le plus important pour moi. C'est très important après parce que c'est dans cette notion de priorité radicale, c'est-à-dire que j'ai choisi une priorité et je m'y tiens mordicus, qu'on va pouvoir faire des choses vraiment extraordinaires, exceptionnelles en termes de résultats. Dans la deuxième case, on va noter ce qui est important pour le projet. Là, on peut mettre 3 aspects, donc même règle, des choses précises, bien définies, mais on peut en mettre 3. Donc par exemple, si j'ai mis des descriptions vivantes et sensorielles dans la première case, je peux mettre dans la deuxième que je veux une intrigue captivante et des personnages qui soient singuliers, qui marquent par leur singularité. Et peut-être que je veux en troisième, je veux une histoire qui soit, disons, bien rythmée. Bien rythmée, c'est pas terrible, donc il y a un rythme varié, pas monotone. Donc on va mettre des choses précises.
On peut aller jusqu'à 3. On n'est pas obligé d'en mettre 3. Si je ne veux pas mettre le rythme parce que c'est pas si important que ça pour moi, je ne le mets pas. Donc cette case, c'est vraiment la case des choses importantes pour le projet. Il y avait la priorité absolue et maintenant il y a les choses importantes. Il faut bien voir aussi que cet exercice, il n'est pas uniquement là pour énumérer nos intentions, il est là aussi pour nous permettre de préciser nos intentions. C'est-à-dire que quand je remplis la matrice, je me pose la question de savoir, mais en fait, qu'est-ce que je veux faire comme bouquin? Et là, je suis en train de décider aussi quel est l'objet sur lequel je suis en train de travailler. Quand on rentre dans un projet d'écriture, souvent on y rentre un petit peu comme ça, de manière flottante, en disant « Ah, je vais écrire un livre, c'est chouette, je suis inspiré, etc. » Mais pour pouvoir passer de cette inspiration et de cette envie un peu floue et de ce rêve du livre, on va avoir besoin de le rendre concret. Et pour le rendre concret, il faut qu'on prenne des décisions sur la forme qu'on veut lui donner et sur la manière dont on veut que chacun de ces aspects se matérialise dans l'objet. Donc encore une fois, c'est comment je veux que mes personnages soient, comment je veux que mon rythme soit, comment je veux que mon intrigue soit, quelle expérience je veux que mon lecteur reçoive. Tout ce genre de choses, ça va être des trucs qu'on va pouvoir préciser et définir pendant qu'on remplit la matrice des priorités. Donc ne prenez pas simplement cet exercice comme juste un truc un peu mécanique où je vais lister, je vais en fait hiérarchiser les différentes facettes de mon bouquin. C'est que je vais non seulement hiérarchiser les différents aspects de mon bouquin, mais je vais en plus leur apporter une précision que je n'avais pas encore forcément nommée. Donc voilà pour le deuxième case, et ces 3 aspects-là, jusqu'à 3, ça peut être moins, c'est les aspects qui sont importants pour le projet, importants pour moi à mettre dans le projet. Je vais mettre seulement 20% de mes efforts et de mon temps sur ces aspects-là. Donc on a 80% sur la première case qui est la priorité absolue, et on a 20% sur ces aspects qui sont importants. Et déjà là, on a 4 aspects qui vont être bien travaillés et qui vont pouvoir faire un bouquin très fort. Dans la troisième case, on va mettre les trucs qui sont cool à avoir. Donc c'est des choses que j'aimerais bien avoir dans le projet, ça lui donnerait quand même du peps, ce serait sympa, ça mettrait un petit peu des paillettes. Je peux en avoir une petite dizaine. Ça peut être des choses du même ordre que ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, donc des choses un peu générales sur les personnages, sur l'univers, ou ça peut être des choses, pour le coup, beaucoup plus précises. Je peux me dire que j'aimerais bien avoir, dans tous les paragraphes, au moins une phrase en alexandrin. J'aimerais bien avoir des figurants qu'on aurait envie de voir devenir des personnages importants du projet. J'aimerais bien donner des noms mémorables et vraiment chouettes aux artefacts qui sont importants dans mon histoire. C'est des choses comme ça, un petit peu plus précises qu'on va pouvoir mettre, qui nous font sourire, qui nous donnent de la joie, qui nous donnent envie vraiment d'aller dans le projet. C'est cool à avoir dans le sens où ça donnerait un petit vernis en plus au projet. C'est pas très important, c'est pas prioritaire, mais si c'est là quand même, ça donne un petit truc en plus. On peut s'en passer et en même temps, c'est sympa que ce soit là. Donc on a vu qu'on a déjà consacré 100% de notre temps aux 2 premières cases, donc on n'a pas de temps à consacrer spécifiquement à ces aspects-là. Si vous êtes sur une échéance, mettons, vous avez une échéance dans 6 mois et que dans 5 mois, vous avez fini le projet dans le sens où vous avez vraiment réalisé les ambitions de la première case et les ambitions de la deuxième case. C'est-à-dire que vous avez vos descriptions hyper marquées, vos personnages mémorables, votre rythme, toutes ces choses-là, vous l'avez fait, vous êtes content, et il vous reste encore un mois, là, vous pouvez consacrer du temps aux objets de cette troisième case. Ça arrivera très rarement d'avoir ce temps supplémentaire pour pouvoir se consacrer à ces choses-là. Mais dans la mesure où c'est aussi un exercice de conscientisation, le fait d'avoir mis des mots, le fait d'avoir dit que franchement ce serait chouette que vos figurants ils puissent marquer votre lecteur au point que votre lecteur ait envie de les voir revenir dans l'histoire, ça va orienter aussi votre écriture. Ça veut dire que pendant que vous serez en train de travailler vos scènes, quand vous arriverez au figurant, il y a une part de votre créativité qui sera déjà en train de travailler sur cet aspect-là. Et vous augmentez les chances que vos figurants deviennent plus mémorables. Vous augmentez les chances que vos artefacts aient des noms super mémorables. Donc en fait, même si j'y consacre pas un temps actif pendant la réalisation du projet, il y a un travail dans la détermination de mes intentions qui est amorcé dans mon inconscient, qui est amorcé dans ma créativité et qui peut ressortir, alors c'est pas garanti, mais il y a de grandes chances que ça ressorte pendant l'écriture. Pas forcément en première version, mais peut-être en réécriture et ainsi de suite. Ce qui est important vraiment, c'est de comprendre que je vais pas y passer un temps actif. C'est-à-dire que mon temps vraiment créatif, l'énergie que je mets dans mon travail est consacrée aux 2 premières cases. Par contre, pendant que je suis en train de faire autre chose, je suis en train de m'occuper de ma vie, il y a des idées qui me viennent, je suis en train de marcher dans la rue, je suis tout seul, et puis je suis en train de laisser vivre le projet, tout d'un coup, il y a des choses qui peuvent émerger sur ces aspects-là. Et dans la 4e case, on va mettre tout le reste. Tout ce qui est ni une priorité absolue, ni important, ni vraiment cool à avoir, mais tous les aspects qu'on sent qu'on devrait mettre. Souvent, on a comme ça cette espèce d'impératif arbitraire dans la tête de ce qui devrait, je mets des guillemets, être dans le projet. Donc dans la 4e case, on va mettre des trucs comme ça qu'on devrait mettre, et on va la nommer cette case peut-être, éventuellement, un jour, si j'ai le temps. C'est un nom qui insiste volontairement sur le fait que c'est très, très, très peu probable que ça arrive. On le note pour lui laisser une place parce que c'est quelque chose qu'on a dans la tête, c'est une idée qui nous passe par la tête sur le projet. C'est un truc où on se dit peut-être ce serait sympa de mettre ça, mais on se rappelle aussi que ça n'arrivera que si vraiment on a fait tout le reste. La raison d'être de cette case, c'est de vous permettre de mettre des mots sur toutes les idées qui viennent dans le projet et que le principe de réalité vous force à abandonner.
Pas parce qu'elles sont pas bonnes, mais parce que simplement, vous finirez jamais d'avoir des nouvelles idées. Et que si vous cherchez vraiment à mettre tout ce qui vous passe par la tête dans le projet, le projet, vous allez le repousser, parce qu'à chaque fois que vous serez en train d'écrire, des choses nouvelles vont émerger, vous direz « Ah, ça pourrait être cool que ce personnage-là, que j'avais pas encore découvert, je lui donne plus de place et qu'il ait une intrigue secondaire. » Mais en même temps, oui, ce serait peut-être sympa, mais ça ne fait pas partie du projet. Donc on va pas lui donner de la place. On va mettre ça peut-être un jour si j'ai le temps, et ça va nous permettre de le sortir de notre tête, pas être obsédé par ce truc-là, de se dire que on lui réserve un espace, même si c'est un espace très lointain, on réserve un espace pour y réfléchir, et qu'en même temps, on a conscience du principe de réalité qui fait que probablement qu'on ne pourra jamais s'en occuper. Donc cette matrice des priorités, c'est un outil qui est hyper intéressant, à la fois pour préciser nos intentions, et à la fois pour nous guider pendant l'écriture. Ça nous permet de remettre notre attention et nos efforts au bon endroit, ce qui nous permet de rester efficace, pas nous disperser, de moins risquer ce phénomène de déception quand finalement le projet auquel on tenait, on y a consacré du temps et on voit qu'il va nulle part parce qu'on s'est dispersé, parce qu'on n'a pas été assez concentré aux bons endroits sur le travail, et qu'on se retrouve 8 mois plus tard, 1 an plus tard, avec un truc qui est à peine commencé, qui va dans tous les sens, qu'on n'arrive plus à reprendre, on ne sait plus ce qu'on doit faire, et on est complètement paumé parce qu'il y en a dans tous les sens. Je vous encourage à essayer cet exercice. C'est un exercice qui demande de sortir un petit peu du rêve. C'est compliqué pour nous, parce que quand on est créatif, c'est qu'on aime bien rêvasser, on aime bien rêver, on aime bien être dans le monde de l'idéal et de l'imaginaire. Ça nous demande de ramener le projet dans le concret, de donner du corps et donner de la place au principe de réalité qui dit qu'on a un temps limité à consacrer au projet, on a une énergie limitée à consacrer au projet. C'est pour moi la question de l'énergie que j'ai à consacrer au projet, elle est plus importante que le temps, parce que c'est elle qui va vraiment déterminer la qualité de mes efforts, la qualité du travail concret que je peux consacrer au projet. Donc cette matrice des priorités, elle nous permet de passer du registre de « Oh, j'aimerais bien écrire un livre, ce serait chouette » au projet concret de « Je suis un auteur, artisan, qui travaille une matière, dans des circonstances qui sont contraignantes, et je me donne les moyens de finir mon projet quand même. » Ce principe de réalité, c'est que si vous voulez raconter et publier des histoires, il faut faire des choix, et des choix souvent radicaux. Il faut faire vos deuils de toutes les idées qui sont dans le 4e cadre. Le fait de les écrire, ça permet aussi de se rendre compte que ce ne sera pas pour ce projet-là. Quand vous faites l'exercice, retenez-vous de négocier avec vous-même. Retenez-vous de dire, allez, je peux bien en mettre un 2e dans le cadre des priorités, je peux bien aller jusqu'à 5 dans le cadre des choses importantes. Non. Vous respectez le cadre. Le cadre, il est là pour vous permettre justement de réaliser votre projet. Utilisez-le vraiment comme un outil de clarification de vos intentions et comme un outil de productivité, et acceptez que le temps et l'énergie créative sont en quantité finie, alors que votre imaginaire et votre créativité, eux, fonctionnent dans un monde infini, ils vont toujours vous nourrir de nouvelles idées, et c'est ce qui vous fait perdre en fait la capacité à finir vos projets. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté. Ciao.